Pourquoi vous êtes passionné pour la micronutrition fonctionnelle? D'où vient cette passion? Bah, j'ai toujours été passionnée par ça. Il y a des choses qui s'expliquent pas. C'est vrai que j'ai toujours été passionnée par la nutrition de manière générale, au départ. J'ai eu des enfants, donc forcément, quand on a des enfants, on a envie qu'ils mangent bien, donc on s'y intéresse davantage. Et puis, j'ai commencé à faire des consultations, donc à recevoir des patients pour les accompagner juste en nutrition, en alimentation. Je me suis rendu compte que ça bloquait parfois, qu'il y avait des soucis. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis intéressée à la santé fonctionnelle, à même l'hormonaux, puisqu'on se rend compte aussi que les hormones, ça peut être un élément bloquant et on peut bien manger et parfois ça reste bloquant aussi. Donc forcément, on s'intéresse à la phytothérapie, voilà, pour essayer de pallier aux problèmes hormonaux aussi. Voilà, et c'est vrai que je suis, mais enfin, ça me prend quoi, ça, je suis passionnée, c'est vraiment un truc de fou. Quelle Ça est la se passe. différence si on fait de la nutrition en tant que diététicien conventionnel ou si on a une approche micronutritionnelle fonctionnelle ou... Le diététicien, lui, ou un nutritionniste, il va souvent déjà s'intéresser aux macronutriments. Est-ce que tu as suffisamment de protéines dans ton assiette? Par exemple, la dernière fois, j'avais reçu, c'était une femme qui avait des problèmes immunitaires tous les mois et elle avait vu une diététicienne qui lui avait dit que son assiette était très bien, était parfaite. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi parce que j'ai dû lui dire non, non, en fait, voilà, il y a des choses à revoir. Et en fait, la diététicienne va se concentrer sur est-ce qu'il y a suffisamment de glucides, est-ce qu'il y a suffisamment de lipides et de protéines. Et c'est vrai que dans les glucides, il y avait que des pâtes et du riz. Donc forcément, c'est pas varié, il manque des légumineuses, etc. Donc et beaucoup de gluten. Donc c'est vrai que il y aura plus cet aspect macro, plus cet aspect aussi calorique. Tu peux avoir par exemple te dire bon voilà, t'as tant de protéines dans ton assiette. Sauf que ta protéine qui vient de ton poisson, qui vient de ta viande, qui vient de la peau de ton poulet, qui vient de ton bouillon d'os, etc., vont être différents. Aujourd'hui, on va manger par exemple que du muscle. Le muscle, ça va pas être suffisant en réalité. Le chasseur-cueilleur, lui, il mangeait tout. Il mangeait tout. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait. Parce qu'on va faire la fine bouche, parce on peut se permettre de se dire, putain, j'aime pas trop le foie, j'aime pas trop les organes, ça me dégoûte un peu, etc. Alors que Et c'est vrai que, voilà, dans ces organes, tu vas avoir de la B12, tu vas avoir de la L-carnitine, tu vas avoir du fer, tu vas avoir des choses qui sont hyper intéressantes que tu peux pas avoir partout dans toutes les protéines. Donc, chaque protéine différente va être intéressante. De varier, c'est intéressant. Et d'ailleurs, plus tu vas varier ton alimentation, plus tu vas avoir un microbiote diversifié. Et donc, plus tu vas être en bonne santé. Donc voilà, c'est aussi cet aspect-là pour moi, qui est très, très important. vous avez mentionné un microbiote, quel est le lien entre par exemple le microbiote et notre santé et vieillissement cutané, le vieillissement de la peau? Ce qu'il faut savoir, c'est que ton microbiote cutané va communiquer avec ton microbiote intestinal. Donc on a le microbiote Voilà. dans la peau et dans l'intestin. Exactement. Tu as plusieurs microbiotes. Le principal des microbiotes, ça va être le microbiote intestinal. Donc, si ici, au niveau de l'intestin, tu vas être en bonne santé, tu vas avoir une bonne intégrité de ton microbiote intestinal, et ben logiquement, tu vas avoir une bonne intégrité de ton microbiote cutané. L'écosystème intestinal, si tu veux, tu vas avoir ton microbiote, tu vas avoir ta muqueuse intestinale, tu vas avoir ton système immunitaire, tu vas avoir ton mucus, plusieurs éléments qui vont marquer ou pas une bonne intégrité de ton système intestinal. Ce qui est très important de comprendre, c'est que si tu vas avoir ce qu'on appelle une hyperperméabilité intestinale, donc ça peut être le cas pour des personnes qui ont à la base une fragilité, des personnes qui ont des maladies auto-immunes, ou des personnes qui sont très stressées, ou des personnes qui font énormément de sport, des personnes qui vont manger beaucoup de gluten. Hein. Tu peux avoir au niveau de ta muqueuse une fragilité. Et ce ciment qui est très étanche entre tes cellules, qu'on appelle le complexe jonctionnel serré, peut être fragilisé. Donc, on peut avoir une porosité intestinale qu'on appelle un leaky gut. Et là, tu peux avoir des toxines, tu peux avoir qui passent dans le sang, de ton intestin dans le sang. Tu peux avoir des petits bouts d'aliments, entre guillemets. Enfin, tu es censé, quand tu manges ta protéine, avoir ce qu'on appelle des monomères, avoir des perles uniques, on va dire, par ta digestion. Et parfois, tu peux avoir ce qu'on appelle des dimères ou des trimères, donc des petites perles par 2, par 3, qui sont pas vraiment reconnues par le système immunitaire. Ça dépend, parfois oui, parfois non, mais souvent c'est pas reconnu. Et du coup, ça peut créer une réaction immunitaire parce que quand tu as un leaky gut, tu peux avoir trop de ces éléments qui ne sont pas reconnus par ton système immunitaire et qui passent. Et là, tu as une inflammation. Et très souvent, les inflammations de bas grade, ça commence au niveau de l'intestin. Et ensuite, si là, tu as des toxines, des éléments inflammatoires qui passent dans le sang, après, tu as le relais au niveau du foie. Donc, le foie qui est la victime tout le temps de l'intestin. Et ensuite, ce foie victime de l'intestin qui est trop surchargé, qui est un émonctoire,
il y aura des émonctoires annexes, puisqu'on va utiliser des émonctoires annexes pour essayer de pallier à tout ça. Et donc, tu peux avoir des problèmes de peau, tu peux avoir des problèmes ORL, de la sphère ORL avec des angines à répétition, des otites à répétition, des allergies au pollen, etc. Eczéma, psoriasis, la peau qui gratte, on se réveille la nuit parce qu'on a le foie qui est engorgé, etc. On s'endort mal. Voilà, donc en fait, tout part de l'intestin. Et puis après, tu peux avoir une multitude de problématiques. Tu peux avoir aussi des tendinites. Parce que ton foie est trop engorgé et du coup les toxines qui proviennent de ton intestin vont provoquer des tendinites, des douleurs musculaires parfois, des migraines. Tout part de l'intestin au final. Quand vous regardez la peau, par exemple, d'une patiente ou d'un patient, est-ce qu'il va vous dire quelque chose sur l'état du microbiote de la personne ou vous permettre d'avoir des pistes d'investigation? C'est sûr que si je vois une personne qui est remplie de psoriasis, qui a de l'eczéma, qui fait de l'urticaire ou autre, oui, je vais me poser des questions sur l'état de son microbiote intestinal. Il y aura forcément quelque chose. Comme par exemple? Au niveau de l'écosystème intestinal, il pourrait y avoir une porosité intestinale, donc un leaky gut, il pourrait y avoir une dysbiose, donc un déséquilibre au niveau des différentes populations bactériennes. Il peut y avoir les deux en même temps, souvent c'est les deux, ça peut arriver. La santé de la peau ou l'aspect reflète la santé intestinale. Et donc quand tu as une mauvaise santé cutanée, donc que tu es inflammé, une inflammation cutanée va provoquer plus de risques de vieillissement accéléré de la peau.